Bonjour Denis. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de la spécificité du coaching socio-analytique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît? Alors, donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'abord peut-être de rappeler que les fondements philosophiques sont du côté d'une philosophie humaniste, d'une approche holistique de l'individu. Et puis ce qui me vient à l'esprit, c'est aussi la manière dont donc Vincent de Goljac a repris la phrase de Sartre en disant que l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, mon approche de l'accompagnement est basée sur le fait que l'individu a une histoire, voilà, et donc il va falloir travailler pour tirer profit de cette histoire, c'est-à-dire conscientiser, découvrir, parce qu'en fait on n'a pas l'occasion dans sa vie personnelle de se revenir sur son histoire, donc découvrir cette histoire, la partager avec un coach, et donc pouvoir travailler sur les éléments constitutifs, enfin les moments de vie, les situations significatives, on l'a vu par rapport à la notion de crise, conflit, dérangement, qui ont parcouru cette histoire. Voilà. Donc c'est ça qui me paraît spécifique, parce que je n'ai pas inventé le coaching, évidemment, j'ai repris un cadre qui avait été déjà prédéfini avec l'idée que ce qui caractérise le coaching, c'est le contrat, la déontologie, le fait qu'on est précis sur le temps et l'argent, voilà, les quatre éléments du cadre. Voilà. Et donc, j'ai aussi, bien sûr, je me suis approprié des outils qui ont été créés par d'autres. Donc, c'est pas de ça dont je vais parler. Enfin, par exemple, le fait de travailler sur le réel, le RPB, etc. Enfin bon, bref, oui. Il y a des tas d'outils qui ont été créés. Bon, donc ce que je vais essayer de dire là, c'est quels sont les outils qui ont été plus spécifiques à ma manière d'aborder les choses. Bon, le premier outil qui me vient à l'esprit, une fois qu'on a bien déterminé quels sont les besoins, qu'est-ce qui est attendu de moi, voilà, en tant que coach. Donc il y a un outil, alors oui, ce que je dois dire aussi, peut-être en préambule, c'est que je suis convaincu que le meilleur outil, c'est le coach, voilà, voilà. Et donc les outils ne sont que des supports possibles à une mise en expression, puisque je dirais pour moi, le travail du coach, c'est d'abord un travail de mise en expression, d'écoute active, et donc après d'identifier les points sur lesquels il va être intéressant de creuser. Voilà. Alors il est quand même nécessaire, utile, d'avoir des supports. Bon. Donc en termes de spécificité, le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui que j'ai créé avec Muriel Monigné, qui vient j'en ai déjà parlé, d'Henri Desroches, oui. Et donc qui était un pédagogue qui mettait en réflexivité les étudiants qu'il avait pour leur faire prendre conscience de leur potentiel, capital, etc. Et donc ça a donné l'outil que nous, on a appelé la biographie formative ou la biographie réflexive. Voilà. Donc, faire son autobiographie réflexive, ça veut dire travailler sur la manière dont on a été formé tout au long de la vie, de manière soit formelle, soit informelle, de telle manière à conscientiser tout ce qui a nourri l'individu, tous les savoirs qu'il a, dont il n'est pas forcément conscient, puisqu'il est plutôt conscient des savoirs académiques, enfin scolaires, académiques, etc., qui ont été validés par des diplômes, plutôt que des savoirs expérientiels. Qu'est-ce que ça apporte pour toi à l'individu dans le cadre du coaching concrètement au coaché?
Ah ben, d'abord, ça permet, c'est une entrée, je dirais, c'est une entrée dans l'histoire de l'individu, qui est une entrée qui est relativement compréhensible. Alors que l'entrée, quand on a parlé du schéma sociobiographique, l'entrée par cette porte-là, c'est par cet outil-là, est pas évident par rapport à des individus qui pensent qu'ils sont venus en accompagnement coaching, non pas pour parler d'eux, mais pour parler de leur activité, hein, c'est-à-dire de leur management, voilà, et donc qui sont dans l'idée qu'il y a une séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Enfin, voilà. Alors que les deux sont intimement. Alors que les deux sont évidemment extrêmement intriqués. Voilà, il n'y a pas on ne met pas sa personnalité au vestiaire quand on rentre dans une entreprise ou quand on met son costume pour aller travailler en entreprise. Bon, voilà. Et ça contribue aussi à développer la confiance en soi, l'estime de soi. Oui, alors c'est effectivement un premier outil qui permet de conscientiser le capital en fait, social, intellectuel, relationnel qu'on a pu constituer tout au long de sa vie. Et donc, de pouvoir aussi s'appuyer sur. Voilà, c'est l'idée de s'appuyer sur. Bon, ça c'est le premier outil. Le deuxième outil important, c'est le schéma sociobiographique, mais là on ne va pas y revenir. Hein. Le troisième qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai appelé la pyramide de la conscience de soi jusqu'à la réalisation de soi. C'est-à-dire c'est de circuler dans différents niveaux, qui sont, le premier niveau étant justement de travailler la notion de conscience de soi. Qu'est-ce que ça veut dire être conscience de soi en termes à la fois de physique, physique, c'est-à-dire s'interroger sur comment vit l'individu avec son corps, comment il l'écoute ou pas, comment il le met en mouvement ou pas, c'est-à-dire par exemple très concrètement, est-ce qu'il marche, fait du sport, fait des activités qui ne sont pas seulement intellectuelles, parce que quand on accompagne nous des gens qui sont, je veux dire, l'idée première c'est de travailler avec l'intellect, voilà, et donc ce qui est important c'est de donner sa place au corps. Bon. Donc c'est la conscience de soi en termes de corporalité, c'est la conscience de soi en termes, on pourrait dire, affectifs. Hein. Voilà, tout ce que certains appellent le cœur, la dimension du cœur, en fait la dimension des affects, c'est-à-dire. Et là, ça permet de voir aussi comment les individus sont ou non capables de vivre des sentiments, de vivre des émotions. Parce que beaucoup de personnes sont directement dans la pensée, voilà, sans prendre conscience que en fait, les émotions, les sentiments précèdent la pensée. Hein, que ce soit les émotions, les sentiments et les sens. Voilà, je cherchais. En fait, puisque la progression, c'est d'abord les sens, hein, on perçoit avec les sens. Qui vont déclencher des émotions, qui vont déclencher des sentiments et qui vont déclencher des pensées. Voilà. Mais très souvent, les personnes pensent qu'elles sont directement dans la pensée d'une situation sans passer par l'écoute des différents niveaux. Voilà, bon. Et comment concrètement le coach peut avoir cette approche-là, d'approcher donc cette pyramide de la conscience de soi avec son coaché? Alors, pour l'instant, on est au premier niveau, c'est-à-dire la conscience de soi. C'est simplement en posant des questions autour de la manière dont la personne vit des situations et se rendre compte quel est son niveau d'écoute d'elle-même. La mise en réflexivité du coaching. Une mise en réflexivité par rapport à la situation, mais en étant attentif à la manière dont la personne vit corporellement, psychiquement ces situations. Voilà. Conscience de soi en situation. Hein. D'accord. Voilà. Bon. Le niveau suivant, c'est de travailler autour de l'image de soi. Voilà. Quelle image la personne a, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle souhaite donner aux autres, qu'est-ce qu'elle pense que les autres ont
comme image d'elle-même. Voilà. Donc l'image de soi, ce qui permet ensuite d'arriver à la notion d'estime de soi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mesurer l'estime de soi à travers la manière dont des feedbacks sont donnés, dont elle vit des situations, voilà, qu'est-ce qu'elle pense, quel est son niveau aussi. On peut aussi demander un chiffre entre 1 et 5, etc. Bon, ça c'est des petits gadgets, mais c'est important de voir si la question de l'estime de soi est présente. Et puis, évidemment, on en arrivera à la notion de confiance en soi. D'ailleurs, si moi je vais utiliser cette progression, c'est souvent parce que, au départ, dans les objectifs, se pose la question de la confiance. Et qu'évidemment, c'est comment développer la confiance en moi, ou j'ai pas confiance en moi, ou j'ai des problèmes de prise de parole en groupe, enfin voilà. Bon, donc quand quelqu'un vient travailler sur la question, entre autres sur la question de la confiance en soi, j'ai dans l'idée que certes on va y arriver, mais on ne va pas travailler d'emblée la confiance en soi. La confiance en soi ne se travaille que si on a déjà beaucoup progressé sur les niveaux premiers de ce que j'ai appelé la pyramide. Voilà. Hein. Bon. Et après, on peut travailler sur la réalisation de soi, sur ses projets, etc. Mais enfin, ce qui moi, m'intéresse dans cette pyramide, que j'ai appelée, qui est en fait une manière de schématiser, enfin de visualiser les différents niveaux, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de la progression. C'est-à-dire cette idée de se dire que ça ne sert à rien de travailler la confiance si on n'a pas stabilisé les niveaux, amélioré, stabilisé les niveaux inférieurs. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un outil que j'ai créé, non pas que j'ai pas inventé ces notions-là, je veux dire mais j'ai, en tous les cas, oui, j'ai rassemblé ça sous forme d'une pyramide, et ça m'est utile de pouvoir me repérer par rapport à ça, ou ça m'est utile de pouvoir la proposer comme visualisation, comme schéma de visualisation pour une mise en expression. Voilà. Après, il y a un autre outil qui me vient à l'esprit, qui a été créé par un stagiaire, qui s'appelle la Galerie des portraits, qui vise à d'abord à identifier les personnes qui ont compté pour moi, enfin pour le coaché, bien sûr, qui ont compté pour la personne en positif ou en négatif. Voilà, c'est pas seulement les personnes. Voilà, donc là, on est vraiment centré sur les individus qui ont jalonné les rencontres, qui ont jalonné le parcours de l'individu. Et on est encore dans cette démarche, dans cette continuité d'ailleurs à travers ces outils, d'une méthode que j'ai peut-être pas nommée encore en entretien là, qui est la méthode régressive progressive. C'est-à-dire que dans tous ces outils, dans la spécificité du coaching socio-analytique, il y a cette idée permanente de circuler entre passé, présent, projet. Et la méthode régressive progressive est une méthode qui avait été d'ailleurs à l'origine pensée par Marx, qui a été développée par Henri Lefebvre, qui a été repris aussi par Vincent de Goldjacq. C'est-à-dire, c'est l'idée d'utiliser l'histoire non pas pour se poser dans l'histoire, mais de travailler la dimension historique du sujet pour créer sans arrêt du mouvement entre ce passé, le présent et puis le projet dont il est question, puisque décomposer, recomposer, voilà, et le projet, puisque par définition en coaching, on accompagne les gens par rapport à des objectifs, c'est même ce qui va être notre spécificité, quoi. Objectifs qui ont déjà été élaborés, même s'ils vont changer quelquefois en cours d'accompagnement, ils vont s'enrichir, se développer, etc. Voilà. Plus la personne va apprendre à se connaître. Voilà, pour en revenir à la galerie des portraits, donc il s'agit d'identifier ces personnes, et après on va c'est un outil assez amusant, parce qu'on va les mettre sur des morceaux de papier, les noms, c'est pour ça que ça s'appelle des portraits.
Donc la personne va avoir 10, 15, 20, 30 noms, et il va falloir placer ces gens sur un schéma, enfin sur un tableau, dans lequel on va distinguer différentes parties. Enfin, c'est imaginer que la personne est dans son bureau, par exemple, et dans un bureau, ben, il y a des murs, il y a un placard, des rangements, elle a son bureau et elle a une corbeille. Et donc, on va proposer de mettre ces personnes, que la personne les présente, évidemment, à son coach, hein. Ensuite, qu'elle dise où est-ce qu'elle les met, de telle manière dans son champ visuel, c'est-à-dire est-ce qu'elle les met au mur, voilà. Est-ce que ces personnes, comme un portrait, voilà, qu'elle garde sous les yeux, ou est-ce qu'elle va les ranger dans un placard, non pas pour les placardiser, mais parce que c'est une ressource, hein, ce sont des personnes ressources, donc sont rangées, et on peut les sortir. Est-ce qu'elle va les mettre sur son bureau, comme certains mettent les photos de leur famille sur leur bureau, donc ça veut dire qu'elle veut les garder dans un lien de familiarité. Est-ce qu'elle va les mettre, j'ai oublié, oui, autre possibilité, dans son portefeuille ou dans son sac de dame, comme on garde les photos de personnes qui sont précieuses, et c'est là où c'est important, est-ce qu'elle va les mettre à la corbeille, et qui n'est pas la poubelle. Enfin, je veux dire, la corbeille, c'est, puisque dans les bureaux, on vide la corbeille une fois de temps en temps quand on fait le ménage, peut-être. Bon. Donc, il fallait les mettre à la corbeille. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans cet outil, c'est de mettre en expression les personnes sur ces personnages, parce qu'il va y avoir des personnages qui vont être redécouverts, qui vont être remis en lumière, qui vont devenir des points d'appui, peut-être, ou des ressources. Il y a des personnages dont on se rend compte qu'il faut vraiment les mettre de côté. Il y a des personnages qu'il faut même éliminer, quoi. Donc, voilà, qu'il va falloir faire un travail. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de situer cette personne que le coaché, par exemple, que le coaché situe cette personne et dise en quoi et comment elle va prendre ses distances. Elle la situe dans son environnement actuel. Voilà. Après prendre ses distances, ça nécessitera peut-être de l'élaboration, de penser des situations, des stratégies, voilà. Parce que, je veux dire, dans la notion de distance, il peut y avoir une distinction entre la distance physique et la distance psychique. Voilà. On peut tout à fait garder une proximité physique, par exemple, avec ses parents, tout en prenant une distance psychique. Du coup, ça satisfait les parents d'avoir une proximité physique, y compris d'ailleurs même en ayant plus de moments affectueux qu'avant, puisque si on est dans la confusion de la distance physique et de la distance psychique, quelquefois les personnes ont pris une distance géographique excessive, hein, alors qu'en fait, ils peuvent apprendre à avoir une proximité physique dont ils ont besoin et dont le parent a besoin, tout en ayant une grande distance psychique et en prenant des précautions, par exemple ne plus parler d'eux, ne plus donner des éléments de leur vie qui après vont être utilisés ou se retourner contre eux en termes de reproches, insatisfaction, etc. Voilà, bon, il y a aussi un outil que tu recommandes beaucoup en début de séance, c'est le dessin réflexif. Alors le dessin, oui, j'aurais pu en parler d'emblée, parce que ça c'est vraiment une création de Muriel et moi, puisque Muriel a développé la pratique du dessin en pédagogie, hein, et moi je l'ai repris dans l'accompagnement coaching, c'est-à-dire de proposer de dessiner des situations vécues, puisque dans ma démarche, hein, comme je l'ai dit, je suis très centré sur les situations significatives, et donc de la personne. Donc par exemple, on peut dessiner sa ligne de vie, identifier des situations du point de vue d'un sujet qui est intéressant de travailler en coaching, par exemple la peur, l'émotion,
excessives, la colère, enfin bon, des sentiments ou des situations professionnelles, peu importe. Donc les situer sur une ligne de vie. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est de dire en quoi ces situations sont significatives. Et la manière de le dire passera par le dessin. Parce qu'effectivement, ce qu'a travaillé Muriel, c'est de rappeler que le dessin est à l'origine de la pensée. C'est-à-dire que la pensée humaine, dans l'histoire de l'humanité, a d'abord été une pensée imagière, et avant d'être une pensée langagière, avec toute la difficulté historique qu'il y a eu d'ailleurs de construire des langues, et notamment des langues communes, la construction des êtres humains, au fur et à mesure qu'ils sont apparus en groupes sociaux, qu'ils ont peuplé la Terre, et ils ont construit autant de langues que de groupes. Voilà. Donc le passage par le dessin, en fait, rencontre aussi la méthode régressive progressive, c'est-à-dire qu'on revient, non pas régression au sens négatif du terme, mais on revient à une expression première que tout être humain a, que malheureusement elle est souvent maltraitée, cette capacité d'expression par le dessin, puisqu'elle va être très rapidement normée par l'école. On ne dessine pas comme ça, une maison c'est pas comme ça, une voiture c'est pas comme ça, un oiseau c'est pas comme ça. Enfin, même si elle n'est pas normée de manière violente, elle est quand même normée. L'idée là n'est pas là de bien dessiner. Non, l'idée c'est pas de bien dessiner, c'est justement de tracer, quoi, hein. Et d'ailleurs Muriel, puisqu'elle a écrit un petit livre là-dessus sur l'utilisation du dessin en pédagogie, et le sous-titre c'est du tracé à la trace, hein. C'est-à-dire que le tracé montre aussi la trace, c'est-à-dire la trace, le cheminement de la pensée qui arrive à cette représentation graphique, quoi. Voilà. Donc l'essai réflexif, c'est vraiment un outil très puissant. C'est un outil très puissant qui peut servir, y compris en début de coaching, voilà. C'est-à-dire proposer au coaché de faire un dessin sur moi aujourd'hui, moi à l'issue du coaching, et ça permet souvent d'aider à la formulation des objectifs. Ça permet même, dans un cas extrême que j'ai connu, de quelqu'un qui venait demander un accompagnement coaching, mais qui ne pouvait pas formuler pourquoi. Voilà, qui n'arrivait pas à formuler un coaching professionnel, qui n'arrivait pas à formuler pourquoi. Voilà, et donc, malgré toutes les méthodes que j'avais utilisées au début, méthodes qui viennent un peu de l'histoire du coaching, ça n'avait pas fonctionné. Par contre, la mise en dessin a parfaitement fonctionné, et le dessin à l'issue du coaching nous a fait travailler pendant 3/4 d'heure et a permis de sortir des objectifs. Voilà. Donc c'est un outil qui peut être utilisé, on pourrait dire, à tout moment. On peut en faire un bilan, ça peut être un début de séance, moi aujourd'hui, comme ça peut être utilisé pour illustrer des situations qui sont complexes. Tu préconises aussi beaucoup en début de séance les 3 mots d'entrée. Alors oui, ça c'est un autre outil, j'en suis pas forcément l'inventeur. C'est effectivement de démarrer une séance avec 3 mots. Voilà, 3 mots qui viennent à l'esprit. Et ça aussi, c'est un outil puissant, puisqu'on se rend compte quelquefois qu'on va passer toute la séance sur ces 3 mots, ou même sur un mot, quoi. Voilà. Bon. Parce que ce qui vient à l'esprit, les pour le dire, qui viennent à l'esprit, montrent sont jamais évidemment choisis par hasard. Voilà. Après, donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est un outil qui est plus que j'ai créé, mais qui m'a été inspiré par tout un courant du coaching qui a développé la notion du dialogue intérieur. Voilà. Et ça, c'est un outil plus introspectif du coaching socio-analytique,
non, d'une perspective d'accompagnement à long terme, hein, donc que j'appellerais de la sociothérapie ou de la psychosociothérapie, donc des accompagnements à long terme, qui est associé, qui est associé à un autre outil que je vais d'abord présenter, qui est le journal du coaché. Voilà. Ça, c'est un outil qui me vient de l'analyse institutionnelle, hein, et du travail, puisque René Loureau avait créé un groupe de recherche sur l'implication, et René Loureau écrivait son journal de recherche et publiait son journal de recherche. C'est-à-dire qu'à la fois, quand il publiait un livre, il intriquait des passages de son journal de recherche qui parlaient de lui en situation de vie quotidienne, parce qu'évidemment, il se définissait comme ce qu'il appelait les sociologues à plein temps. Voilà. Il n'y avait pas d'un côté le chercheur et d'un autre côté l'être humain. Voilà. Et donc, le journal de recherche, qui a été développé aussi beaucoup par Edgar Morin, qui a même publié des livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Journal de Californie, où il raconte toute son expérience de la découverte justement de la culture, de toute la dimension du corps, de la bioénergie, etc., qu'il va faire en Californie, et qui est en fait un journal, écrit sur un journal. Donc ça, la pratique du journal, elle me vient de ce courant, et je l'ai transposé dans le coaching. C'est-à-dire que moi, je propose, hein, comme tout outil, il est proposé et après il est investi ou pas. Il n'est pas toujours investi, mais je propose d'écrire le journal du coaché, c'est-à-dire qui consiste à tous les jours, dans l'idéal, hein, tous les jours prendre un temps pour décrire ce qui s'est passé dans la journée de significatif du point de vue de sa démarche de progrès dans le coaching. Hein, voilà. C'est pas un journal intime, c'est un journal où il est question de socialiser justement cette part de soi en situation, hein, puisque moi j'insiste beaucoup sur la différence entre l'intime et l'extime. C'est-à-dire l'extime, c'est la part de soi, ou la part de l'intime que l'on peut ou qu'on décide de partager, socialiser. Voilà. Donc il s'agit de parler de soi en situation et de décrire. Voilà. Il ne s'agit pas moi j'ai pas de demande d'analyse de ce qui s'est passé, simplement d'écrire. Voilà. Et de le faire tous les jours avec deux possibilités, soit de me l'envoyer tous les jours par mail, soit de me l'envoyer avant la séance suivante, de telle manière à ce que j'ai le temps de lire. De toute manière, pour moi, c'est de l'information. Ça me permet, moi, en tant que coach, d'identifier des moments, des points sur lesquels je me dis qu'il serait intéressant de revenir. C'est pas pour autant que je vais y revenir, parce que je vais toujours mettre en expression le coaché sur cet outil. Hein, voilà. Et le coaché sait très bien que s'il le fait, et s'il me l'adresse, c'est qu'il a quelque chose à partager avec moi. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir sur quoi il souhaite revenir, ou pas, ou ce sur quoi moi je souhaite revenir, mais j'attends de voir s'il va y revenir. Et puis s'il n'y revient pas aussi, qu'est-ce que ça signifie? Alors que ça m'a paru moins important, et en fait pour lui, non. Voilà. Mais je peux aussi poser la question. Voilà. Évidemment, je ne vais pas répondre à ces envois, hein, simplement bien reçus. Hein, bien reçus. Voilà. Donc ça, c'est un outil très puissant, puisqu'il prolonge la mise en réflexivité des séances, en dehors des séances. Voilà. Il prolonge la réflexivité, et ce qui est intéressant, c'est de voir quand il y a impossibilité d'investir l'outil. Parce que quelquefois, le fait de ne pas pouvoir investir l'outil montre qu'il n'y a pas de réflexivité possible pour l'instant, qu'il n'y a pas
qu'il n'y a pas de temps possible pour parler de soi, ou que la personne considère que parler de soi, c'est pas intéressant. Enfin voilà, qu'il y a une résistance autour justement de la conscience de soi, parce que là aussi, le journal s'inscrit dans un processus de travail de la conscience de soi. Puisque c'est soi en situation. C'est pas un soi du point de vue... je veux dire, c'est pas un journal intime, justement. C'est un journal de soi en situation. Voilà. Alors, pourquoi je parlais d'abord du journal? C'est parce que j'associe, dans le cadre des accompagnements sociothérapeutiques, j'associe le travail sur le journal au travail sur le moi intérieur. Bon. C'est-à-dire que j'ai repris cette idée du dialogue intérieur, qui est une idée que l'on trouve soit dans la littérature, soit même dans le coaching, puisque j'avais entendu parler de coachs qui insistaient beaucoup sur cette notion de dialogue intérieur. Dans la littérature aussi, on parle de dialogue avec l'enfant intérieur, enfin bon, l'enfant, voilà. Ça m'agace beaucoup parce que les adultes qui parlent et qui parlent d'eux-mêmes et à eux-mêmes ne sont pas des enfants. Donc le moi intérieur n'est pas un enfant. Le moi intérieur, c'est quelque chose c'est d'une conscience de soi, de son intériorité, qui quelquefois n'existe pas du tout. C'est-à-dire que selon les individus, le moi intérieur, la conscience de cette intériorité existe ou pas. Selon que l'individu se soit développé dans un environnement où la pression sociale de conformité était omniprésente et où était la pression sociale de conformité était en même temps paradoxante, c'est-à-dire qu'on lui demandait de faire une chose et son contraire, etc. Cette omniprésence de s'adapter à l'environnement, de faire plaisir à la mère, au père, enfin, etc., fait que le moi intérieur n'a pas pu se développer. Il n'y a pas d'intériorité. Les gens se sont développés par rapport à l'extériorité. Et d'ailleurs, ils se vivent sans arrêt sous le regard des autres, sous l'évaluation des autres, et donc ils vivent dans la peur. Bon. Donc ça permet de revenir à soi, à ses propres Ça permet ressentis. de faire exister déjà cette conscience de soi et du moi intérieur. Alors, je dirais la stratégie que j'ai choisie, c'est d'écrire c'est-à-dire que, évidemment, c'est un outil qui est proposé lorsque l'accompagnement a déjà commencé depuis longtemps, parce que là, je parle de l'accompagnement sociothérapeutique, donc on est dans des accompagnements qui vont se prolonger au-delà des 10 ou 12 séances du coaching. Hein. Et donc là, on rentre dans une relation d'accompagnement qui peut durer 1 an, 2 ans. Je crois que le temps le plus long que j'ai connu, c'était 7 ans. Voilà. Au travers du coaching, tu préconises environ 12 séances d'1h30. Oui, oui, c'est pour ça que je dis on est en dehors du cadre générique. J'entends bien. Mais c'est pour revenir sur ta vision du coaching au niveau des séances, au niveau de la période. Oui, pour moi, un coaching, c'est évidemment. Alors, aujourd'hui, on voit des formulations différentes avec des préconisations de gens qui disent moi 3 séances ça va, 4 séances, bon, bref. Et puis, pour des raisons aussi économiques, bon, bref, je n'ai pas envie de commenter ça. Mais pour moi, un coaching, c'est une dizaine de séances. Bon, moi, j'enseigne le fait de prévoir 12 séances. Et puis, de toute manière, dans le contrat, on peut arrêter le travail à tout moment, soit parce que le coaché le souhaite, soit parce que le coach pense que les conditions ne sont pas... Enfin, ou que le travail est abouti, ou que les conditions ne sont pas remplies pour continuer, quoi. Est-ce que tu peux juste préciser pourquoi tu conseilles, toi, 12 séances ? C'est aussi expérimental. C'est-à-dire que dans ma conception qui intègre le fait de faire connaissance, que l'individu fasse connaissance avec lui-même, donc tout le travail sur l'histoire, hein, le travail sur le passé et dans le présent, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que dès qu'on veut travailler sur passé-présent, je dirais l'équilibre,
c'est d'utiliser le temps, enfin de répartir le temps de séance en gros en 2 temps, quoi. C'est-à-dire pour travailler sur l'ici et maintenant qui préoccupe la personne qui vient en demande d'accompagnement dans la perspective du projet, de son projet d'évolution, à partir du moment où moi j'impulse le travail sur le passé, que ce soit la manière dont il s'est formé, que ce soit, etc., ou son histoire de vie avec le schéma, ça prend du temps. Donc du coup, ça veut dire que dans chaque séance, il va y avoir du passé présent, et donc ça nécessite du temps. C'est-à-dire que... Il y a un changement peut-être plus périn sur la durée, le fait d'instaurer cette... Alors ça veut dire aussi que dans l'accompagnement, la phase que j'appellerais la phase exploratoire est certainement plus longue dans ma pratique, quoi. C'est-à-dire que dans un premier temps, la posture du coach est vraiment une posture d'écoute active, d'accompagnement, ce que j'appelle d'exploration, hein, c'est-à-dire de découverte mutuelle de tout ce qui s'est passé et de la manière dont ce passé se vit dans le présent. Voilà. Et c'est à partir du moment où il y a ce sentiment d'une exploration qui fait qu'on a le sentiment d'avoir un certain niveau de connaissance je dirais, du fonctionnement de la personne, que en tant que coach, je vais pouvoir passer dans une posture qui va être beaucoup plus de co-construction. Voilà, co-construction. C'est important de préciser ça. Voilà, donc oui, pour moi, il y a 2 phases qui ne sont pas forcément, ça ne veut pas dire 6 séances, on bascule, moi. Mais il y a 2 postures fondamentales. La première posture exploratrice, avec toute cette écoute, voilà. Même s'il y a des supports, et encore une fois, ces supports ne sont que des supports d'expression, hein, voilà, parce que je veux dire, tout le travail du coach, pour moi, le travail du coach, c'est pas donner des supports et puis attendre que ça parle. C'est vraiment tout le travail d'exploration à partir des supports, le travail sur le langage, sur les mots. C'est pour ça que les 3 mots de début de séance peuvent être importants. Enfin, sont très importants. Mais après, effectivement, il y a cette posture de co-construction, d'apport de concepts, voilà, proposer des mots pour éclairer les situations. Alors, non pas donner son avis, mais y compris pouvoir dire, moi, si j'étais à votre place, je verrais les choses comme ça. Mais je ne suis pas à votre place, mais si, voilà. Donc, il y a une implication. Après, tu parles beaucoup des jeux de rôle aussi. Oui, alors il y a aussi, mais ça, c'est pour ça que j'en parle pas dans l'outil, parce que c'est des outils utilisés par des coachs, d'autres. Mais tu le préconises à certains moments pour favoriser des prises de confiance. Oui, le jeu de rôle fait partie des outils que je vais utiliser. Il y a un autre outil dont je n'ai pas parlé, d'ailleurs que j'enseigne peu, qui vient plutôt du travail sur les organisations, qui est, mais là son nom m'échappe justement. Bon, bref, peu importe, ça m'en viendra. Oui, la constellation, voilà, c'est un outil qui vient c'est un outil qui vient de la thérapie, qui s'appelle la constellation familiale, hein, et qui a été transposé dans la constellation d'organisation, et qui peut aussi être transposé dans l'analyse de situation. C'est-à-dire qu'en fait, qui consiste à mettre en scène sans parole dans un premier temps, mais avec des paroles dans un deuxième temps, une situation. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un cas pratique de constellation que tu as dirigé en coaching? C'est-à-dire que ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt... Enfin, je voulais dire, j'utilisais cette image-là, enfin, cette référence-là, plutôt d'abord pour parler peut-être des jeux de rôle. Effectivement, le jeu de rôle peut-être important, s'adresser à, qui peut-être, c'est-à-dire c'est revivre une situation d'une autre manière, en changeant de place, en s'adressant soit à moi, soit à une chaise vide, enfin, etc. Voilà. Bon, après, une situation, elle peut être plus ou moins complexe et mettre en jeu
d'autres personnages. Enfin, un certain nombre de personnages, etc. Donc là, c'est pour ça que la notion de constellation familiale est intéressante à transposer dans le coaching, c'est-à-dire qu'on peut créer des scènes dans lesquelles il y a plusieurs personnages qui peuvent être représentés par des objets, et donc à qui, alors qu'on peut soit situer d'abord dans l'espace, sous forme de... Alors, c'est là où après on peut basculer avec le dessin, enfin voilà, il y a toute une créativité dans le coaching. C'est passionnant. Pour moi, le coaching, c'est pas j'ai une liste d'outils ou j'ai un catalogue de recettes voilà, à mettre en œuvre. Et, non. Il y a une base qu'on découvre soit en formation, soit dans la littérature et qu'on va s'approprier. Hein. Par exemple, il y a un outil dont je n'ai pas du tout parlé, parce que c'est pas du tout moi qui l'ai créé, c'est la pyramide de Dilt, voilà, qui est un outil aussi où on suit plusieurs niveaux de réflexion à propos de mots. Enfin, voilà. Il y a la baguette magique aussi. Oui, mais ça fait partie des outils qui ont été créés par des coachs, voilà, qui consistent effectivement en début de coaching à dire, imaginez que j'ai une baguette magique, pour quelqu'un qui a du mal à dire ses objectifs. Qu'est-ce qu'elle veut devenir? Qu'est-ce qui la préoccupe? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Qu'est-ce qu'elle veut changer? Profondément. Voilà. Et donc de dire, imaginez que j'ai une baguette magique, je vous touche là, et vous êtes devenu un autre à l'issue du coaching. Et donc, qu'êtes-vous devenu? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous vivez la situation? Ou même quel métier vous avez? Parce qu'il y a des gens qui viennent en coaching en disant qu'ils ne veulent plus faire quelque chose, mais ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Voilà. Donc, la constellation d'organisation transférant coaching peut être utile pour créer des jeux de rôle à multiples personnages. Bon. Mais voilà, en fait, ce que je voudrais insister, c'est revenir sur la notion de créativité, c'est-à-dire que à tout moment, on peut être amené à créer des variantes d'outils. Voilà. Par exemple, l'outil de base qui est tracer une ligne de vie, et on va, sur cette ligne de vie, identifier des moments et des situations qui concernent telle chose, c'est un outil générique qui peut être utilisé dans beaucoup de situations. Et tout à l'heure, donc, je t'ai coupé quand tu parlais de la sociothérapie et du journal intérieur, pour aller un peu plus loin. Donc... Oui, alors, parce qu'il ne suffit pas de dire on va travailler pour faire naître le moi intérieur. Non, donc moi ce que j'ai créé, c'est le fait puisque je connais la personne que j'accompagne, enfin je la connais, j'en ai des représentations, je sais quelles sont ses difficultés et ce qu'elle souhaite travailler. Donc je vais amorcer le travail par un dialogue. C'est-à-dire je crée un dialogue entre cette personne et un personnage que j'appelle Mi, mon intérieur, et qui consiste qui démarre par le fait que donc c'est un peu comme une scène dans lequel c'est un peu comme un récit de théâtre, hein, comme une pièce de théâtre, dans lequel je vais donner la parole à mon coaché. Je vais écrire un dialogue entre mon coaché et Mi, qui est en fait représentée au début par une toute petite lueur qui vacille, qu'on voit à peine, et qui va être contente qu'enfin on s'intéresse à elle. Voilà. C'est un dialogue qui dit j'existais jusqu'à maintenant, mais tu t'es jamais intéressé à moi, et donc je ne suis pas pour l'instant en mesure de t'aider. Mais si tu t'intéresses à moi, je vais grandir, je vais prendre de la force, et on va rentrer en dialogue pour pouvoir... pour que je puisse communiquer, que je puisse t'apporter par la suite quelque chose. Mais au début, j'ai besoin de toi pour exister. Et il faut que tu me fasses confiance. Donc il faut que tu t'adresses à moi. Et donc je crée un début de dialogue dans lequel je vais faire parler le moi intérieur,
qui va montrer qu'en fait le moi intérieur connaît évidemment le coaché. On dit je sais telle et telle difficulté, je sais, et je sais tout ce que tu as à surmonter. Et si tu travailles, enfin si tu t'adresses à moi, on va progresser là-dedans. Donc du coup, c'est un dialogue qui nécessite quand même d'écrire sur au moins 3-4 pages, hein, c'est pas quelques mots, hein, pour montrer qu'il y a quelque chose qui peut se créer, et que si, si le coaché prend le relais, elle va découvrir que à côté du journal qui s'adresse en fait au coach, enfin, à côté du journal, il y a justement des sensations, des émotions et des sentiments qu'elle peut faire advenir à sa conscience en s'adressant à cette partie d'elle-même. Voilà. Évidemment, je veux dire, le coaché n'est pas dupe. C'est très bien que quand elle va écrire le dialogue de Mi, c'est elle qui l'écrit. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et du coup, quelquefois, le dialogue intérieur prend la place du journal. C'est-à-dire qu'au début, il y a une place, et puis quelquefois après, en fait, le journal évolue vers un dialogue entre le coaché et Mi qui est écrit chaque jour. Voilà. Et ça c'est spectaculaire. C'est spectaculaire parce que ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment le moi intérieur va renvoyer des éléments qu'on a travaillés en coaching, des concepts ou des mots qui viennent du coach. Voilà. Et donc, on voit que tout un processus d'appropriation. Et on voit d'une certaine manière un maillage entre la pensée du coach et la pensée du coaché, quoi. Enfin, il s'agit peut-être plus de parler de coaché dans le cadre de la sociothérapie. De la sociothérapie, bon, enfin, bon. Est-ce que juste pour revenir sur le coaching, tu peux expliquer l'importance aux coachs qui écouteront cette vidéo de la supervision? Tu es mon ancien professeur, aujourd'hui tu es mon superviseur. Je sais aussi que tu supervises d'autres des étudiants avec qui j'étais en promotion. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de la supervision? Alors, dans notre profession, mais pas seulement d'ailleurs, enfin, dans un certain nombre de professions d'accompagnement, je pense aux psychanalystes, je pense aux psychothérapeutes, mais je pense aussi aux travailleurs sociaux, sauf que là on a la supervision collective, mais aussi d'ailleurs dans la médecine, puisque les premiers groupes de médecins dans une perspective de supervision ont été réunis par un médecin, psychologue, psychanalyste, je sais pas bon, qui s'appelait Balint, le groupe Balint, hein, groupe de médecins. Et voilà, la supervision, ça consiste à se mettre en réflexivité avec un père plus expérimenté pour aborder à la fois les phénomènes de transfert et contre-transfert qui sont opérants, et maintenir cette distance nécessaire à l'accompagnement, hein, parce que accompagner, le mot vient du compagnonnage, hein, c'est marcher à côté d'eux, cheminer, et pas marcher à la place d'eux, ni devant, ni derrière. Hein. Donc toujours tenir sa place, c'est pas évident. Recentrer le coach dans sa posture. Voilà, dans sa posture, voilà. Et donc, évidemment, et puis aussi aborder des situations complexes dans lesquelles le coach débutant ou moins expérimenté n'arrive pas forcément à trouver la manière de faire évoluer les choses. Voilà. Ça peut renforcer aussi son éthique vis-à-vis de ses clients. Oui, évidemment, on aborde des questions éthiques, hein, qui sont extrêmement importantes.
mais aussi on aborde aussi quelquefois des interdits, des peurs. Tu peux citer quelques interdits ou c'est-à-dire les peurs que les coachs peuvent rencontrer. Ça peut être le point de départ, c'est quelquefois et le point de départ, il est de bonne volonté, enfin je dirais ne pas faire. Le point de départ, c'est je veux pas faire mal à mon client, donc je veux pas le pousser dans des retranchements, je veux pas, évidemment, c'est toujours... Dans un accompagnement coaching, il faut à la fois, ce que disait, ça me fait penser à une citation de Cocteau qui disait « Le tact dans l'audace, c'est de savoir ne pas aller trop loin ». Il faut avoir de l'audace, c'est-à-dire en même temps explorer des mots, relancer, faire face à des résistances, et en même temps il faut avoir du tact. Il ne s'agit pas de mettre des personnes en difficulté, parce que en fait on touche à l'humain. On touche à l'humain et on touche à des choses qui peuvent être ultra sensibles et déclencher déclencher des phénomènes de dépression, voilà. C'est-à-dire qu'en travaillant la confiance en soi, on peut aussi altérer la confiance en soi. Voilà. Donc faire attention. Enfin, le minimum, la base qui existe quand même déjà. Bon. Donc tu préconises quoi, toi, pour les coachs Alors il y a deux modes de supervision. Il y a la supervision collective que j'ai beaucoup pratiquée donc, avec les travailleurs sociaux, voilà, qui peut se pratiquer donc, avec les coachs. Et puis il y a la supervision individuelle. Donc, souvent, les coachs débutants préfèrent la supervision individuelle parce qu'ils ont quand même des problématiques de confiance en eux, de légitimité, ou des problématiques concrètes de trouver des clients, de fixer leurs tarifs, ou d'arriver à augmenter leurs tarifs, etc. Et donc voilà, donc c'est plutôt des choses qu'on traite en individuel, puis après selon les personnes, elles aiment bien aussi le collectif, parce que ce que je trouve intéressant dans la supervision collective, c'est qu'effectivement, d'abord ça crée un groupe de pairs, on se rend compte que les difficultés qu'on rencontre, d'autres les rencontrent aussi, on s'enrichit des questions des autres, enfin, etc. Alors pour dire aussi que dans la supervision, il y a une dimension formative, c'est-à-dire que le superviseur, c'est aussi quelqu'un qui d'une certaine manière prolonge les formations initiales. C'est-à-dire que le superviseur, bien sûr sa fonction, c'est une fonction, je dirais, d'analyse, de co-analyse, puisque des situations qui sont apportées par le coach, qui est en supervision, mais c'est aussi transmettre, continuer à transmettre. Ça peut être des outils, parce qu'il a créé depuis, ou qu'il a créé récemment, qu'il a expérimenté, qu'il trouve intéressant de transmettre. Comme ça peut être aussi de transmettre des concepts associés à des lectures, ou de transmettre, ou de transmettre sa compréhension de l'évolution de la société contemporaine. Voilà. Parce qu'on est dans des sociétés, enfin on est dans une société dans laquelle il y a du changement permanent et extrêmement rapide. Voilà. Avec une vraie émergence du coaching. Avec une émergence du coaching et en même temps émergence de la complexité, de la vie humaine qui s'est complétée, qui s'est complexifiée par l'évolution de la pensée écologique, c'est-à-dire notamment aujourd'hui on voit apparaître ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire que non seulement on a affaire à des clients qui ont des problématiques, je dirais, personnelles, organisationnelles, relationnelles, mais ces problématiques-là s'inscrivent dans une perspective qui devient de plus en plus sombre. Voilà.
Et donc cette idée parce que quand on travaille sur l'idée d'une démarche de progrès, d'aller vers, hein, d'avoir des objectifs, hein, donc ça sous-entend que l'environnement dans lequel on va être va permettre de vivre ces objectifs. Voilà. Et si on a un environnement qui devient d'un seul coup extrêmement perturbé, comme a été la perturbation liée au Covid, d'un seul coup, il n'y a plus de perspective de mettre en œuvre ce qu'on avait même pensé, quoi. Oui, puis il y a un vrai bousculement qui s'est créé au sein des entreprises, des personnes qui ont changé de métier, qui font appel au coach justement. Des entreprises qui ont disparu, des activités libérales qui ont disparu faute de clients, et puis après des grands changements avec l'introduction du travail à distance, y compris dans le coaching d'ailleurs. Travail à distance, ce qui crée des bouleversements organisationnels, familiaux, etc. Parce que travailler à distance, ça sous-entend des conditions de travail à distance. Et la plupart des gens n'ont pas conçu leur univers de vie en intégrant la possibilité d'un télétravail à la maison. Voilà. Donc faire du télétravail quand on n'a pas de bureau, que les chambres, que les enfants n'ont pas forcément chacun leur chambre, etc., ça peut être très très compliqué, quoi. Voilà. Et puis après se posent des problèmes autres par rapport au télétravail, qui est la distance par rapport aux collègues, etc. Hein. Le télétravail entraîne quand même une certaine forme de rupture des collectifs de travail. Après, ça pose d'autres problèmes, justement. Merci beaucoup Dominique pour avoir passé en revue tous ces outils et ces conseils pratico-pratiques pour les coachs. Est-ce que tu as un mot de la fin Non, je crois qu'on a fait... message. Non, je crois qu'on a fait, en tous les cas, par rapport à cette séquence qui était plus centrée sur les outils, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'ai pu apporter moi, hein, puisque encore une fois, je n'ai pas du tout la prétention de présenter tous les outils du coaching. C'est pour ça qu'il faut continuer à lire, à se documenter tout au long de sa vie de coach. Oui, et puis aussi, j'ai voulu aussi faire la distinction entre des conférences où j'ai parlé des apports qui ont été filmés, où là je suis dans une perspective de former, où là c'était plutôt compléter ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comment je suis devenu le praticien que je suis aujourd'hui, plutôt que de faire une formation aux outils que j'utilise. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.